Oui. Donc Nissan aujourd'hui a besoin de Renault comme Renault a besoin de Nissan. Donc l'un et l'autre vont en termes de gouvernance, est-ce qu'il n'y a pas l'envie des Japonais de prendre le dessus? En tout cas, de prendre au moins plus d'égalité. Ça pourrait expliquer ces fuites qui partent quand même d'un ce qu'on appelle un whistleblower, c'est-à-dire en gros une personnalité interne à l'entreprise, un lanceur d'alerte. Un lanceur d'alerte qui serait du service juridique de Nissan. Alors bon, pourquoi pas. Il faut avoir un petit peu de mémoire. Vous vous souvenez de ce grand scandale que nous avons eu, nous, parce qu'il y a eu des démêlés avec la justice ici en France. Vous vous souvenez de l'affaire des faux espions, de ces cadres qu'on avait faussement dénoncés avant de les réhabiliter, où il y a eu pas mal de pertes dans l'état-major à ce moment-là. Carlos Ghosn s'en est sorti, il est allé à la télévision d'abord pour accuser, puis ensuite pour s'excuser. Mais à ce moment-là, il y avait déjà une rivalité avec Nissan. Bon, on en a peu parlé, mais le numéro 2 de Nissan, qui était un Japonais, un membre du sérail et de l'industrie japonaise, a été écarté par Carlos Ghosn parce qu'il pensait qu'il avait trahi dans un deal commercial, etc., sur l'équipement électrique des voitures. Et donc, il faut se dire aussi que ce sérail industriel japonais, il a de la mémoire. Quand vous dites, est-ce qu'il n'y a pas une revanche? Ah bah si, certainement. Il y a des gens qui sont en train de prendre leur revanche. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on peut remplacer Carlos Ghosn et son génie, puisque c'est lui qui a fait cette intégration, comme vous le dites. Est-ce que quelqu'un peut s'imposer maintenant dans le débat entre Japonais et Européens?